Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il s'agit d'un mardi de Stu enneigé, une chute de neige record pour un mois de janvier à Toronto. Stu, avez-vous vu passer cette statistique? Oui, j'ai lu ça. Je l'ai surtout ressenti, mais la neige était légère, alors il y a toujours ça de positif. Ouais, il y a ça de positif. On a souvent eu ce genre de conversation par le passé. L'entretien méticuleux de votre terrain qui va de l'été à l'automne avec les feuilles et puis à l'hiver. Alors, entre deux déneigements de votre entrée, quelle est la hauteur de vos bandes de neige? Je précise que je ne déblaye que le passage jusqu'à la maison. Il y a quelqu'un qui vient faire mon entrée de voiture car elle est beaucoup trop longue. Je suis allé lui dire bonjour au déneigeur car vraiment le mois de janvier a été terrible. Je pense qu'il est tombé 100 centimètres de neige en janvier, mais mes bancs de neige ont entre 1,5 et 2 mètres de haut, sans blague. Ils m'arrivent au-dessus de la tête. C'est assez incroyable. Mais au moins, comme je le disais, la neige est légère et poudreuse. Alors, il faut voir le bon côté des choses, disons. Un de nos chiens s'est enfui, a sauté dans le tas de neige et a tout simplement disparu sous nos yeux. Elle était si légère et poudreuse, et il y en avait tellement que ce chien, qui est de taille moyenne, a tout simplement disparu dans la neige. C'était quelque chose. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on ne tient des registres officiels sur la neige à Toronto que depuis la fin des années 30. Ce n'est même pas le pire depuis 100 ans. Mais c'était beaucoup. Oui, quelqu'un m'a rappelé qu'il y a 20 ans, je pense, Toronto avait fait appel à l'armée. Oui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a nulle part où mettre la neige à Toronto. Oui, c'est vrai, c'est le problème. Alors, des chutes de neige records en janvier, mais aussi une folie record sur les marchés. Nous avons été absents pendant quelques semaines, alors faisons un petit récapitulatif des marchés. Nous avons eu beaucoup de neige à Toronto, mais je pense qu'il en est tombé encore plus au Groenland ce mois-ci. Nous avons traversé, et je ne pense pas que cela va changer, honnêtement, tout un cycle de nouvelles étonnantes qui ont eu leur influence sur les marchés. Peut-être pas comme l'hiver et le printemps dernier, mais tout de même, tout le bruit autour du Groenland et puis le Forum économique mondial et d'autres événements qui se déroulent dans le monde ont bel et bien influencé le marché. Mais une fois toutes ces discussions passées, on prend du recul, on se calme et comme si de rien n'était, on passe au sujet suivant. Je ne sais pas comment un investisseur type ou un investisseur moyen comme moi-même pourrait s'y prendre. C'est toujours difficile, on le sait, et on en a souvent parlé, mais vous, comment faites-vous pour surmonter tout ça? Sans blague, vous gérez les milliards de dollars de nos clients. Stu Kedwell, soit dit en passant, est le chef mondial des actions et des placements chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Vous subissez beaucoup de pression, vous gérez beaucoup d'argent. Alors, comment faites-vous? On pense d'abord que cette nouvelle-ci est tout à fait différente, ou bien qu'elle est unique, mais ensuite on gratte un peu sous la surface. Même à propos du Groenland, le président dit une chose, puis les chefs d'état-major, eux, disent qu'il n'y a jamais eu tel projet au programme. Le week-end dernier, on a parlé d'imposer encore plus de droits de douane au Canada. Il y a l'accord de libre-échange à renégocier. Et puis, dans l'une des conversations parallèles, l'accord signé avec la Chine, il y a quelques semaines,
et qui ne peut être considéré pour vrai comme un accord de libre-échange complet, comme un coup d'épée dans l'eau. Ce n'était pas un événement si important au final. Alors, il ne fait aucun doute que le marché s'est montré résilient face à la volatilité que ces annonces auraient pu entraîner et qui, au final, n'a pas eu lieu. Je pense que cela s'explique par le fait que la croissance économique sous-jacente s'est accélérée, les bénéfices ont été plutôt bons et plusieurs PDG ont fait des commentaires plutôt positifs. C'est donc cet équilibre permanent qui va déterminer l'attention du marché. Mais pendant les périodes de bruit, comme ça, et il semble que celle-ci se prolonge indéfiniment, parfois on voit une action monter, une autre qui redescend autour de toutes ces activités. Mais pour nous, il est important de rechercher ailleurs des sommets plus élevés et des creux plus bas. Un des phénomènes, l'affaiblissement du dollar américain s'est poursuivi. Les mouvements monétaires, par nature, peuvent être de longue durée et il s'agit peut-être ici de la reprise d'un phénomène qui dure depuis 12 ou 18 mois. Ce mouvement est modeste par rapport à certaines devises des pays développés, mais plus important par rapport aux devises des marchés émergents. Et c'est là que nous avons observé un mouvement plus significatif. Du point de vue des marchés boursiers, les marchés émergents ont été assez solides. La tendance à long terme avait vu les États-Unis être le marché boursier dominant, bien sûr, mais depuis une période de baisse, puis une période plus stable, avant que la tendance ne s'inverse, et dans certaines de ces tendances à long terme, les marchés émergents, et d'autres, comme le Japon, ont été les premiers à surpasser les marchés américains. On peut débattre de la fin de l'exceptionnalisme américain. Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais cette période longue pendant laquelle les marchés américains ont doublé leurs homologues mondiaux avait duré environ 10 ans, ce qui est significatif. Une partie de cette croissance était due à la hausse des bénéfices, une autre partie à l'augmentation des valorisations américaines et une autre encore à la vigueur du dollar américain. Et nous voyons un de ces facteurs favorables, la vigueur du dollar, le devenir un peu moins, et puis les marchés commençaient à afficher une légère surperformance, les marchés émergents et quelques autres. Nous devrons continuer à surveiller tout cela, mais quand on regarde l'évolution des actions à la suite de ces nouvelles, certaines ont augmenté, d'autres ont baissé, il n'y a pas vraiment eu de changement significatif. Tout au long de cette période, au niveau macroéconomique, les mouvements du dollar ont persisté. Le leadership sur le marché va-t-il changer? Au sein des marchés, c'est intéressant de voir les actions des produits de consommation de base connaître un début de mois janvier spectaculaire, mais il est vrai qu'elles partaient d'un niveau très bas. On sera moins enclin à dire qu'il s'agit du début d'une nouvelle tendance. Les événements récents sur une base mensuelle semblent suggérer de nouveaux sommets, mais cela ne se produit pas d'un coup. Il faut attendre un peu avant de commencer à voir émerger un nouveau leadership. Au cours du dernier mois, nous avons vu beaucoup d'activités engendrées par cette volatilité, mais je ne sais pas si nous pouvons vraiment parler d'une nouvelle tendance. Les personnes qui ont écouté régulièrement Stu ces 5 dernières années savent que nous parlons depuis longtemps, ou depuis 2 ans maintenant, de ce que, à un moment donné, la surperformance des États-Unis allait s'essouffler un peu et que la faiblesse partout ailleurs allait offrir une opportunité incontournable.
et que les gens se tourneraient vers cette voie éventuellement. C'est ce que nous avons observé au cours des 18 derniers mois et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez vous abonner, nous suivre sur YouTube. Mais cela s'est poursuivi. Nous avons vu le dollar américain descendre de son plus haut niveau. Il avait atteint un pic autour de 114, je pense, puis est tombé à 95 avant de remonter au-dessus de 100 et de se situer aujourd'hui autour de 96. Comme vous le dites, il y a eu un plateau, puis un léger rebond. Mais disons qu'aujourd'hui, les inquiétudes à long terme concernant le dollar américain ont repris, et cela a un impact sur l'appétit des investisseurs à travers le monde pour les placements américains. On se tourne vers d'autres marchés, on trouve de nombreuses opportunités, notamment au Canada, et cela profite à deux secteurs que tout le monde apprécie, je pense, partout dans le monde, à savoir la finance et les matériaux de base. Oui, sans aucun doute, les banques ont été très solides partout dans le monde. Le cuivre a été solide. Et puis, l'or et l'argent ont été très solides aussi par rapport au dollar américain. L'or, aussi solide qu'il ait été, comme le cousin éloigné de l'argent depuis 3 ou 4 mois, et ces secteurs du marché ont connu des hauts et des bas. L'or a fait l'objet d'une forte demande pour toutes sortes de raisons, peut-être à cause de l'affaiblissement du dollar américain, des préoccupations géopolitiques, des achats des banques centrales, une longue liste de raisons. Ce que nous savons de l'or, c'est qu'il a tendance à connaître des périodes de fluctuations spectaculaires sur une courte période, suivies d'une longue période de très peu de fluctuations. Les fonds ont participé à ce mouvement jusqu'à présent, mais lorsque vous arrivez à ce niveau de surachat, vous essayez toujours de déterminer si une consolidation ou une correction est à prévoir. Les statistiques relatives à l'argent sont encore plus impressionnantes en termes d'écart par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours. L'argent est intéressant en ce qu'il a une utilisation industrielle en plus de prendre de la valeur en soi, comme l'or. Mais les techniciens aiment examiner les moyennes mobiles et la moyenne mobile sur 200 jours correspond donc au prix moyen des 200 derniers jours. Et lorsque vous dépassez 100% au-dessus de cette moyenne mobile sur 200 jours, cela représente un certain nombre d'écarts types au-dessus de l'historique. Mais ce n'est pas le niveau le plus élevé jamais atteint, qui remonte à l'époque des frères Hunt, souvenez-vous, c'était il y a près de 50 ans. Il y avait eu une forte pression sur l'argent qui avait fait monter son cours en flèche. Quoi qu'il en soit, les acteurs du marché observent tout ça et se disent qu'à un moment donné, il y aura une correction. Il est difficile de se maintenir à ces niveaux, que le cours stagne ou qu'il corrige à la baisse. Le temps nous le dira, mais cela ne nous inciterait pas pour autant à investir à toute vitesse dans un produit dont le cours est si supérieur à sa moyenne mobile. Cela semble avoir été une vague, malheureusement, que certains pourraient qualifier de bulle, ou bien un enthousiasme passager pour différents marchés. On les aime un jour, puis on les quitte. Nous avons observé un peu de cela au cours des 12 à 18 derniers mois. Lorsque vous les possédez, tant mieux, c'est formidable. Vous obtenez d'excellentes performances, puis vous vous demandez si vous allez rester là et conserver vos titres. Si vous ne les possédez pas, lorsqu'ils atteignent un niveau extrême, il faut simplement se dire qu'on trouvera aussi bien ailleurs. Quand vous dites que vous regardez la moyenne mobile sur 200 jours et que vous atteignez 100% de celle-ci, vous obtenez en gros le double du prix et vous commencez à examiner le rapport risque-récompense ou le potentiel de hausse ou de baisse. Combien vais-je gagner en plus pour ce risque si le cours redescend à la moyenne des 200 derniers jours? C'est très significatif. Tout le monde l'a acheté dans la dernière année, mais le potentiel de hausse ou de baisse commence à vous dire que ce n'est peut-être pas fait pour vous. Ce que l'on constate souvent, c'est que l'élan et l'enthousiasme entraînent les gens au lieu de les inciter
à se demander s'il ne devrait pas faire preuve d'un peu plus de prudence. Oui, je ferai une analogie avec mon amour des biscuits. En été, je peux en manger un par jour, puis septembre arrive et je me mets à en manger deux par jour. Rendu à Thanksgiving, j'en mange peut-être trois par jour. Et à la veille de Noël, je suis rendu à 8 ou 10 biscuits par jour. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais après Noël, j'arrête complètement. C'est ce qui se passe avec la dynamique du marché. Elle s'auto-alimente, sans jeu de mots, jusqu'à un certain point, pour ainsi dire. Et puis vous atteignez un point où cela ne vous dit plus rien. Les derniers jours du mouvement peuvent être importants, et quand il s'essouffle, cela peut aussi être spectaculaire. Et c'est pourquoi j'utilise cette analogie avec la consommation de biscuits le 24 décembre. On ne peut s'attendre à en manger autant le 26 décembre. Après tout, on a pris nos résolutions du nouvel an. C'est la même chose qui se produit sur les marchés, qui s'emballent. Il y a cet enthousiasme, tout le monde en veut, et l'évolution des prix devient assez volatile, disons. Ou bien, vous continuez à manger 10 biscuits au début de la nouvelle année, puis 12 à la Saint-Valentin, mais bon, vous n'allez pas arriver à en manger 100 par jour. Il existe des archives sur YouTube, soit dit en passant, avec un Stu Cadwell qui en avait beaucoup mangé, si vous voulez aller voir ça. Oui, 100 biscuits par jour. Je peux vous dire qu'on n'obtient pas des joues comme celle-ci en ne mangeant pas de biscuits. Bon, écoutez, on s'éloigne du sujet, mais on a vu ça sur certains marchés. C'est tout à fait vrai. Nous avons souvent cité Warren Buffett à cette émission. Les personnes qui nous regardent sur YouTube peuvent voir votre mur des citations et on en trouve quelques-unes de lui. Et Buffett dit que l'or vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir, car il ne vous apporte pas grand-chose. Oui, on peut en faire des bijoux, et je pourrais arracher quelques-unes de mes dents si le prix continue à augmenter, mais en réalité, il ne sert à rien. Il ne rapporte pas d'intérêt, il ne produit rien. Il vaut donc vraiment ce que vous êtes prêt à payer. Et à un certain moment, tout comme vos biscuits, vous ne pouvez tout simplement plus en manger, vous n'allez plus payer. Et c'est là que vous voyez, comme vous le dites, que ça bouge par à-coups. L'analogie que je fais toujours pour l'art, et nous sommes au Canada après tout, c'est au niveau du hockey. Vous avez ce nouveau joueur de talent, il patine bien, il est très offensif, il arrive à son premier match et bam, il marque 3 buts. L'équipe gagne la partie, tout le monde est content. Waouh, ce gars est génial. Puis pendant les 10 matchs suivants, rien du tout. L'équipe adverse marque des tonnes de buts. Il s'avère que notre gars est très mauvais en défense. Mais surprise, 10 matchs plus tard, il marque encore 5 buts et il saute de joie. Waouh, ce gars a du talent. Et puis il disparaît pendant encore 10 autres matchs. C'est un peu comme l'or. Notre brillant joueur de hockey est comme un brillant métal, très bon pendant de courtes périodes, puis vraiment nul pendant de longues. Cela dit, vous en tirez déjà parti dans les portefeuilles que vous gérez. Il y a bien des moments qui, vous le savez, vont favoriser l'or, ce qui peut vous inciter à en ajouter un peu plus dans le portefeuille. Mais bon, vous devez aussi réaliser qu'il s'agit d'une tendance lourde dans l'histoire et que ce n'est pas pour tout le monde. Cela nous incite à faire des comparaisons. Quand on voit un enthousiasme dans un certain domaine, c'est peut-être le temps de chercher ailleurs. Là où l'enthousiasme serait moindre, on peut rêver au jour où il y aura de l'enthousiasme ici et c'est peut-être le temps de semer quelques graines dès maintenant. Le secteur de l'énergie a continué à afficher des résultats plutôt bons ce mois-ci. En début d'année, j'ai voulu comparer une des grandes sociétés aurifères du Canada à l'une des grandes sociétés énergétiques et les flux de trésorerie disponibles générés par les deux entreprises étaient identiques en dollars. Pourtant, la capitalisation boursière de l'une était supérieure de 50% à l'autre.
Les flux de trésorerie de l'or sont basés sur un prix de 4 500 à 5 000 dollars. Ceux de l'énergie sont basés sur un prix du pétrole de 60 dollars. Avec un baril de pétrole à 75 dollars, peut-on imaginer le même rendement de trésorerie disponible que celui de la société aurifère actuellement cotée en bourse? Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que vous n'avez pas besoin de parier sur l'une ou l'autre pour obtenir un rendement raisonnable. Si l'une ou l'autre de ces deux hypothèses se réalise, vous obtenez un bon rendement. Chaque fois que nous parlons de ces mouvements rapides du marché, nous essayons toujours de les comparer à d'autres secteurs du marché. Vous avez mentionné Buffett. Je ne me souviens pas exactement de l'analogie, mais lorsque l'or était très fort, il a dit que si vous preniez tout l'or du monde, vous pourriez détenir toutes les terres agricoles des États-Unis, détenir ExxonMobil ou bien un ensemble d'actifs qui produirait tout ce flux de trésorerie au fil du temps. Sa façon de dire, quand vous voyez cela ici, à quoi cela correspondrait-il ailleurs? Ainsi, lorsque nous assistons à ces mouvements rapides, nous voulons les respecter, en être conscients, mais nous voulons également nous demander si ce n'est pas l'occasion de comparer ceci à un autre actif qui aurait été laissé pour compte. Oui, je précise que nous ne sommes pas anti-or à cette émission. Vous avez géré d'importants portefeuilles composés uniquement d'actions canadiennes et dans lesquels vous avez une bonne exposition à l'or. Il existe de très bonnes sociétés aurifères au Canada. Il y a des moments où on veut surpondérer ou même sous-pondérer l'or. Vous n'êtes pas opposé à l'or. Il y a une bonne raison pour en avoir dans le portefeuille. Mais nous aimons avoir ces discussions avec nos auditeurs pour simplement souligner quand les choses commencent à devenir extrêmes et que vous devez commencer à vous demander si c'est là que vous voulez investir votre prochain dollar. Ou, comme vous le dites, examiner d'autres choix. Le prix de choisir une opportunité, si j'investis dans l'or, voici ce que j'obtiens, mais si j'investis ailleurs, j'obtiens tout cela. Les choses sont toujours en mouvement. Je peux maintenant en tirer parti. Ouais, pour conclure, je suis allé acheter du sel ce week-end et je me suis dit que j'aurais dû acheter ce sel en été, car je paie le prix fort en pleine tempête de neige pour ce sel dont j'ai vraiment besoin. Sur le marché, on a tendance à se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, mais en réalité, il y a toujours tout plein de choix. Est-ce que les valorisations sont attrayantes et vont-elles bientôt attirer toute l'attention? Il faut aussi réfléchir à toutes les possibilités qui pourraient se présenter éventuellement. Super conclusion, Stu, et voilà pour un bon ragoût d'investissement. D'ailleurs, chacun sait qu'il faut la bonne quantité de sel dans un ragoût, c'est important. Et je suis ravi que vous en ayez parlé. Cela fait 5 ans que nous faisons cela. Vous êtes plus âgé qu'à vos débuts. Et je suis ravi que vous engagiez quelqu'un pour déblayer votre entrée. À votre âge, on ne veut pas que vous vous fassiez mal. Merci, Dave. C'est toujours agréable. Merci, Stu. À la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.